Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire un petit cours sur l'équilibre des robots à pattes, que ce soit humanoïdes, donc bipèdes, quadrupèdes, hexapodes ou avec plus de pattes. Donc c'est un champ assez large, hein. On va essayer de le réduire pour l'instant sur cette première vidéo au cas des contacts coplanaires, principalement donc avec le sol. Il y aura une autre vidéo par la suite pour définir l'équilibre dans des cas des contacts non coplanaires ou dans des environnements, on va dire, non structurés en plus généralement. Donc déjà, il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que c'est l'équilibre qui va différencier principalement les robots industriels et les robots mobiles à pattes, humanoïdes, bipèdes. Quand on a un robot industriel, il peut porter des très grandes charges, ça, il n'y a pas de problème. Il ne va jamais tomber, pour la bonne et simple raison, en fait, c'est qu'il va être généralement boulonné au sol. Donc même s'il porte une tonne et que lui, il fait que 500 kg, il peut la porter à bout de bras, il va pas tomber. Sa position va être fixe, du fait de ses boulons. C'est pas comme les robots à pattes, les robots mobiles, les robots humanoïdes, même les robots à roues d'ailleurs peuvent tomber, qui eux vont se déplacer dans l'environnement, donc c'est pratique, on va augmenter l'espace de travail. Par contre, ça se paye, c'est qu'à un moment donné, on va pouvoir avoir une perte de l'équilibre et une chute. Alors on va essayer dans cette vidéo de pouvoir qualifier l'équilibre mathématiquement afin de garantir à chaque fois, à chaque instant qu'il est vérifié, pour éviter la chute du robot. Donc on va commencer par une définition d'un dictionnaire, j'ai pris de Larousse, qui va définir l'équilibre comme l'état de quelqu'un, d'un animal, qui maîtrise sa position et ses mouvements, qui ne tombe pas. À partir de là, ça semble assez évident comme définition. Alors ici en robotique, on va la définir comme la propriété du robot, en fait, à pouvoir contrôler ses mouvements. Et notamment la position et l'orientation globale du robot, qui est définie par un repère de base du robot, dans le repère monde, c'est-à-dire quelles vont être la façon de faire pour que, par exemple, le bassin du robot ne bascule pas comme on ne souhaiterait pas, pour qu'il reste bien à la position qu'on veut ou qu'il suive la trajectoire qu'on veut sans qu'il y ait chute, qu'on puisse à tout moment pouvoir le contrôler. Donc en fait, cette définition elle va exclure les phases de vol, je dirais les phases un peu balistiques, où finalement le robot n'a un contrôle partiel sur son état. Donc les phases où il n'y a pas de contact, ainsi que les phases de déséquilibre. Là c'est pareil, quand on a le pied qui va tourner autour des orteils ou du talon, c'est un mouvement qui va être pas forcément contrôlable assez facilement. On va pouvoir le guider, mais on ne pourra pas exactement contrôler. Quand vous commencez à tomber vers l'avant, par exemple, c'est super dur d'essayer de revenir en arrière sans faire le pas en avant. Donc ça, c'est l'encadre ici. Donc, on va exclure donc les phases de vol et les phases de déséquilibre de la marche. En gros, comment l'équilibre qui va nous intéresser, ça va être un équilibre qui permet de pouvoir garder bien les pieds d'appui plats sur le sol. Donc pour ça, en fait, il y a plusieurs critères d'équilibre. Donc d'abord, on va supposer des corps rigides, sans déformation, que ce soit au niveau du sol ou au niveau du robot. Et on va s'intéresser aux critères d'équilibre, donc comme je disais tout à l'heure, sur sol plat. Un critère statique, quand le robot ne bouge pas ou alors très très lentement. Un critère dynamique, quand il a un mouvement un peu plus rapide. Et des critères impulsionnels, qui n'est pas très discuté dans la littérature, mais que j'aimerais bien introduire à la fin de la vidéo. Donc avant de définir vraiment l'équilibre, on va définir une notion importante, qui s'appelle le polygone de sustentation. Et en fait, dans le cas d'un contact coplanaire, on va définir ce polygone comme l'enveloppe convexe de tous les points de contact. Donc, si on imagine un karatéka en contact avec le sol, il va être en contact au niveau de ses pieds, donc on a les parties en noir ici qui représentent ses deux pieds. Et le polygone de sustentation, ça va être l'enveloppe convexe. Donc en gros, on va relier tous les points ici, pour former ce polygone-là. Et ça nous donne donc le polygone de sustentation, qui est l'enveloppe convexe des points de contact entre le robot, le système, et le sol. Donc maintenant, on va parler de l'équilibre quasi-statique. Alors pourquoi la différence entre statique et quasi-statique si c'est statique, on va dire c'est presque évident que ça ne bouge pas, donc ça ne peut pas tomber si ça ne bouge pas. La différence entre un mouvement statique et quasi-statique, c'est que le mouvement quasi-statique bouge. Et du coup, sur le fait, pourquoi il est quasi statique, c'est parce qu'on va pouvoir négliger en fait les effets dynamiques par rapport aux effets de la gravité. Donc il va bouger très lentement,
Donc du coup les vitesses et accélérations ramenées aux efforts seront négligeables par rapport aux efforts dus à la gravité. Donc voilà. Donc dans le cas d'un mouvement quasi statique, c'est-à-dire où le robot bouge très lentement, voire pas du tout, pour qu'un système ou un robot soit stable, il faut que la projection du centre de masse, suivant l'axe de la gravité, soit dans le polygone de sustentation. Donc vous voyez ici sur cette petite photo, on a un ou une sportive qui tient sur une main comme ça. Donc son polygone de sustentation ici, il est représenté par la main. Donc l'enveloppe convexe de la main sur le sol. On a son centre de masse qui se trouve à peu près au bassin pour l'humain. Et la projection suivant la gravité se trouve bien dans la main, on va dire. Dans la projection de la main sur le sol. Dans la surface entre la main et le sol. Donc du coup, on va pouvoir garder l'équilibre. Pour illustrer ça, je vous propose un petit exercice où en fait on va imaginer un système, alors ça peut être un humain, un robot, c'est pas grave, qui doit soulever une charge. Donc on a fait très simple, on a une seule articulation, c'est au niveau de l'épaule, et on va dire qu'il a les bras tendus, tout le reste est tendu ici. Et la question c'est quel est l'angle ici qui va permettre de lever cette charge sans faire tomber, sans faire basculer le robot, le système, l'humain, soit vers l'avant, soit vers l'arrière. Donc on va supposer qu'on connaît la taille du pied, donc la taille inférieure, enfin la taille on va dire minimale du pied par rapport au repère par rapport à l'axe on va dire du centre de masse. Et pareil la position maximale, on va supposer qu'on connaît la hauteur de l'humain et on va supposer aussi qu'on connaît le poids de l'humain et le poids de l'objet à soulever. On va négliger ici la masse du bras par rapport au poids, à la masse de l'objet ici. Donc si on regarde un peu cet exercice, on va devoir calculer la position du centre de masse. Donc la position du centre de masse, ça va être la pondération masse-distance divisée par la somme des masses. Donc ici on n'a que deux masses positionnées à une position x1 qui est égale à 0 et ici x2 qui est la différence entre, enfin la distance entre la masse 2 et cet axe ici, divisé par la somme des masses. Donc si je reprends mes notations ici, ça veut dire que finalement on a m2, la masse ici, fois la longueur, fois sinus q, donc sinus q qui est bien longueur sinus q qui va être cette distance ici, doit être divisé par m1 plus m2, doit être compris entre la borne inférieure et la borne supérieure du pied. x1 ici est confondu, enfin c'est 0, donc c'est pour ça qu'on n'a pas cette partie ici. Donc ça va nous donner une contrainte voilà, sur le sinus q de cet angle. Alors maintenant si je fais des applications théoriques ici, on va supposer un humain qui doit porter une charge de 30 kg, donc un humain de 75 kg par exemple. On va supposer qu'il fait 2 mètres à peu près, donc une épaule on va dire à 1m80, et en tout cas un bras qui fait à peu près 70 cm. Donc si on fait, on va supposer aussi qu'il a des pieds de 35 cm, donc 10 cm vers l'arrière, 25 vers l'avant. Donc si on fait l'application numérique, on va trouver que finalement sinus q doit être compris entre moins 0,5 et 1,25. Forcément le sinus d'un angle est toujours compris entre moins 1 et 1. Donc finalement cette borne là ne va pas nous impacter ici. Donc il faut que le sinus q soit supérieur à moins 0,5. Ça va nous donner un angle compris entre moins 30 degrés et 210 degrés. Moins 30 degrés qui correspondra à avoir un angle, un bras vers l'arrière. 210 degrés, le même angle vers l'arrière mais en position haute. Donc on voit bien ici finalement que ce système, ce robot, ce bonhomme ne peut pas tomber vers l'avant, même en ayant vraiment à bout de bras le poids. Par contre il va pouvoir tomber vers l'arrière s'il est trop si l'angle est trop important. Donc c'est là où on voit que l'être humain il est quand même pas mal foutu, parce qu'en général la partie avant de nos pieds est plus longue que la partie arrière, que notre épaule est quand même plus à l'aise avec les bras tendus vers l'avant que vers l'arrière, et que finalement la position on est plus facilement censé aller avec les yeux vers l'avant. Donc ça c'est assez rassurant quand même. Donc voilà, c'était un petit exercice. Alors on peut en décliner beaucoup avec des robots en 3D, avec des robots avec plusieurs pattes, etc. Donc voilà, c'était un petit exemple, une petite application simple. Donc maintenant, on va regarder un petit peu ce qui se passe en dynamique. C'est-à-dire, finalement, quand l'équilibre n'est pas défini par la position du centre de masse.
Donc on voit ici la photo d'un skieur, on a 62 masses qui est à peu près ici, hein, et on a le polygone de sustentation, donc là ça touche pas le sol, qui est à peu près là. Et pourtant, ça tombe pas, le skieur ne tombe pas. Il va continuer à avancer, mais il ne tombe pas dans son plan ici. Donc ça montre bien que les critères de l'équilibre, quand il y a de la dynamique, en fait, ça ne peut pas être décrit par la position simplement du centre de masse. Et pour cela, en fait, on va utiliser un outil qui a été présenté en 1972 par Vuko Bratovic, qui caractérise en fait l'équilibre sur un seul plan en définissant le Zero Moment Point, le ZMP, qui assure l'équilibre du robot. Donc il assure que le ZMP assure l'équilibre du robot s'il se trouve à l'intérieur du polygone de sustentation. Le même polygone qu'en cas statique, mais c'est plus la projection du centre de masse, c'est le Zero Moment Point. Ce Zero Moment Point, en fait, littéralement, c'est défini comme le point du plan où le moment résultant des forces de contact qui va s'annuler. Donc ça, c'est la définition générale, en fait, littérale. On a deux définitions, on va dire, mathématiques, théoriques, pratiques, différentes, qui se confondent avec la projection du centre de masse quand on est en quasi-statique, hein, qui sont égales tant que ce ZMP reste dans le polygone de sustentation, mais leur interprétation est différente quand il y a des équilibres. La première méthode que je vous présentais va considérer que ce ZMP ne peut pas sortir du polygone de sustentation, il va être au bord. Du coup, on n'aura pas une sortie. La deuxième que je présenterai après elle n'a pas cette contrainte et va autoriser ce ZMP à sortir. Dans les deux cas, que ce soit au bord ou qui va sortir, ça va provoquer un déséquilibre du robot. Donc la première de ces deux définitions, en fait, elle est reprise dans un livre qui est Introduction à la commande des robots humanoïdes par Harada, Yokoi, Kajida et Hirukawa. En fait, c'est un livre qui est sorti en 2009, hein, traduit du japonais. Le ZMP, ça date de 1972, donc c'est pas les premiers, mais bon, c'est juste pour vous donner une référence. En fait, qui va assimiler ce ZMP, ce Zero Moment Point, au centre de pression. En fait, quand on a un contact avec le sol, on peut supposer que finalement on a une infinité de petites forces ici qui interagissent sur la surface commune entre le sol et le robot. Et ce centre de pression, c'est un effort résultant avec une position. Et donc ils ont confondu ce centre de pression, ils ont défini ce centre de pression comme étant le ZMP. Donc mathématiquement, en fait, comment il va se calculer? Si j'ai des efforts qui sont mesurés ici par 4 forces, 4 capteurs de force ici, donc n capteurs de force, en fait ça va tout simplement être le barycentre de ces forces, donc c'est-à-dire que ça va être la somme du point où la force est mesurée fois la force, divisé par la somme des forces. Donc un barycentre que ce soit en X ou en Y. Donc ça va nous donner la position du centre de pression qui est la position du ZMP. Et donc là on voit bien en fait, cette définition elle est principalement utilisée en fait quand on va faire du contrôle, parce qu'on va mesurer ces efforts avec des capteurs de pression ou des choses comme ça. Mais en fait ici on voit bien que ce centre de pression, beaucoup assimilé ça le ZMP, ne peut pas sortir du polygone de sustentation, tout simplement parce que pour sortir en fait il faudrait qu'il y ait une force négative, et on ne peut pas avoir une force négative, hein, le sol ne va pas retenir le pied. Et du coup, finalement, ce ZMP, en fait, il va se retrouver à la limite du polygone de sustentation. Je dirais même plus qu'il va se retrouver à la limite du polygone convexe défini par les capteurs. C'est-à-dire que si on a des capteurs qui sont plus à l'intérieur, cette mesure ne pourra pas être à la limite du pied qui serait plus à l'extérieur. Donc ça, c'est la première façon de calculer le ZMP. Ensuite, en 2005, en fait, il y a une nomination du ZMP qui s'appelle le fictitious, les ZMP virtuels, en fait, qui, elle, se base plus sur la définition littérale du ZMP. C'est le point du plan où le moment résultant des forces de contact s'annule. Et ça, en fait, on va calculer les moments. On va chercher les points Px, le point R résultant, on va dire, défini par Px, Py, où le moment s'annule. Alors, c'est marqué virtuel, finalement, c'est la définition, moi j'aurais plutôt préféré un littéral, ZMP, parce que c'est la définition mathématique de la définition littérale. Et en fait, en cas de déséquilibre,
on ne peut pas affirmer que le ZNMP en fait va rester obligatoirement dans le polygone de sustentation. On peut pas, d'après cette définition-là. Donc en général, cette définition-là va être implémentée quand on va avoir un autre type de capteur. Tout à l'heure, on avait des capteurs de pression, on va dire au coin des pieds. Là, on va supposer qu'on a, comme sur le robot HRP2 par exemple, qu'on a un capteur de 6 axes, donc 3 forces, 3 couples, à une distance D par rapport au sol. Et à partir de cette mesure-là, on va essayer de mesurer la position du ZNMP. Donc si on considère les 6 composantes d'effort, situées à une hauteur D, au-dessus du repère de contact, il est alors possible de calculer le point en résolvant l'équation suivante. C'est-à-dire qu'on va faire le moment plus le produit vectoriel entre la force et la position. Ah, pardon, ici il manque un égal, doit être égal à 0. Et de là, en fait, on va pouvoir trouver en fait que ce point ici va être égal à moins le moment y plus la force en x fois d divisé par fz. Et pour le point y, le moment x plus la force en y fois d divisé par fz. Voilà, donc ça c'est la définition, on va dire, littérale. Donc j'ai pas souhaité ici la mettre ici, je vais faire une autre vidéo, on va dire un petit TD sur le ZNMP qui va arriver très prochainement. Voilà, donc j'ai pas fait des petits exercices dessus, mais ça conclut à peu près ce que j'avais à dire sur ZNMP. Alors maintenant, il y a quelque chose qui est beaucoup moins présenté en fait, ne serait-ce dans la littérature, etc. Parce que je pense que on n'est pas encore prêt, on va dire, à avoir des robots, théoriquement, à gérer des robots qui font ces choses-là. C'est l'équilibre en cas de force impulsionnelle. Alors, qu'est-ce que c'est une force impulsionnelle? Si vous devez supporter arracher du sol un gros poids, si vous y allez tout doucement, vous n'allez peut-être pas avoir suffisamment de force. Quand vous avez un gros poids à faire, vous allez prendre votre élan avant pour soulever d'un coup cette caisse, on va dire, du sol. Et du coup, vous allez avoir un effort impulsionnel dès le moment où vous allez arracher la caisse du sol. Pour que cette caisse, elle ait déjà une vitesse au moment du débouchement du sol. On peut aussi l'avoir de cette façon-là. Si vous avez quelque chose de très lourd à porter, vous allez essayer... ici, c'est ici. Si le centre de... Voilà. C'est exactement la même chose ici. Autre chose, c'est que si vous avez des obstacles ici, pour aller poser ou relever quelque chose d'assez lourd, assez loin de vos pieds, ce que vous allez faire, vous allez prendre votre élan et tirer d'un coup l'objet pour avoir sa vitesse qui arrive directement vers vous, ou alors quand vous allez le poser, vous allez quasiment limite le jeter. Donc il va aussi avoir un impact. Donc en fait, cet impact, il peut déséquilibrer le robot. Et en fait, dans ce cas, Ali Soumi, qui est l'auteur de la publication qui est juste au-dessus, dans laquelle j'ai tiré les images, en fait, il va définir le centre de percussion comme le point. En fait, le centre de percussion, c'est le point de la surface de contact où l'impact produit une force à un moment qui vont s'annuler mutuellement. Donc en gros, virtuellement, cet impact à un endroit du sol, il va avoir un impact nul. Et en fait, pour assurer l'équilibre du robot, il propose de fixer ce centre de percussion au milieu du polygone de sustentation. Voilà. C'est pas encore très on va dire enseigné. C'est pas encore très publié. Il y a eu des premiers travaux, donc les plus vieux que j'ai trouvés, c'est 2007, qui parlent de ça. Il y en a eu des nouveaux depuis. Mais je pense que voilà, pour l'instant, on a encore à se poser des questions. Comment on va faire marcher le robot sur sol pas 3, un peu encombré. Ces tâches-là, je pense, elles reviendront plus tard, d'ici 5 ans, peut-être, 5-10 ans, dans les thématiques de recherche. Voilà un petit peu tout ce que j'avais à vous présenter sur l'équilibre des robots. Encore une fois, quand ils ont des contacts plans, sur sol plat, quoi. Voilà, il y a un petit TD sur le ZNMP qui va arriver. Et bientôt aussi, il y aura une autre vidéo sur les gestions de l'équilibre dans les contacts non coplanaires. Voilà, j'espère que ça a été assez clair. Et puis, je vais vous souhaiter une bonne journée. À bientôt.